Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission qui chemine vers vous, avec vous, vers le développement intégral de notre cher, beau et grand pays, avec ceux qui le font, ces développements. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir les amis ou les partenaires qui appuient la République démocratique du Congo dans son développement, dans cet effort de le conduire vers des sommets heureux pour le bien-être de sa population. Nous enregistrons cette émission ici au Centre public d'information de la Banque mondiale où il a été organisé un atelier de formation qui touche au secteur de l'environnement et social. Nous allons dans cette émission savoir l'importance de ces secteurs, mais aussi de cette formation qui a réuni tous les acteurs qui œuvrent dans tout le projet de développement financé par la Banque mondiale ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous recevons d'abord Madame Lucienne Baipor, qui est spécialiste en développement social ici à la Banque mondiale. Bonsoir Madame. Bonsoir monsieur. Nous commençons par les dames, bien sûr, Madame Grace Mouimpoundou, spécialiste également en développement à la Banque mondiale. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Boni Gracien, consultant en développement social à la Banque mondiale. Bonsoir, Gracien. Bonsoir, monsieur. Et enfin, je suis Josué Ndolo Mbaye, professeur chercheur en sociologie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Madame Lucienne, vous êtes, comme on appelle en jargon technique, le titiel de responsable du projet au niveau de la Banque mondiale. Pourquoi avoir organisé cette formation qui a réuni des spécialistes en développement et dans le secteur social ici à la Banque mondiale? Merci beaucoup. Merci surtout de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer et surtout l'occasion de montrer ce que nous faisons ici en RDC. Je voudrais parler des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Il y en a 12, il y en a 10 dans le domaine environnemental et 2 dans le domaine social. Je vais plus parler du domaine social, parce que je suis du social. Il y a une politique qu'on appelle la politique 4.12, qui est en relation avec les réinstallations involontaires des populations, et la politique 4.10, qui est en relation avec les populations autochtones. Vous nous avez demandé pourquoi nous avons organisé cette formation. Cette formation sort de la demande que nous avons reçue à la fin d'une formation que nous avons eue l'année dernière, en octobre, ici à Kinshasa, et qui avait réuni tous les chargés de projet et quelques ministères. À la sortie de cette formation, première formation, où on avait seulement expliqué les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, les experts des projets ont demandé à ce qu'on approfondisse ces connaissances. C'est pourquoi nous avons désigné cet atelier qui s'est déroulé du 31 octobre au 4 novembre. Et pendant cet atelier, nous sommes entrés maintenant en profondeur dans la politique. Nous avons expliqué les outils qui découlent de cette politique. Je peux donner un exemple. Nous avons parlé de l'EIS, qui est l'étude d'impact environnemental et social. Nous avons parlé du plan d'action de réinstallation. Nous avons expliqué aux participants comment élaborer ces différents documents. Nous avons également parlé du mécanisme de gestion des plaintes, parce que dans toute œuvre humaine, il y a toujours des conflits, il y a toujours des plaintes qui peuvent survenir. Et au niveau de la Banque mondiale, nous insistons beaucoup sur ce mécanisme. Nous demandons toujours à tous nos projets d'avoir ce mécanisme, et c'est une obligation pour pouvoir recevoir les différentes plaintes qui peuvent venir des bénéficiaires des projets, et surtout de donner des réponses à ces plaintes. Que les réponses soient favorables ou non, mais au moins répondre à ces plaintes.
De manière générale, je me mets à la place de citoyen lambda qui sait que la Banque mondiale est un partenaire financier de la République qui, à travers plusieurs projets, travaille dans le sens du développement, mais qui ne comprend pas tellement le rapport, l'importance qu'on accorde, par exemple, au volet environnemental dans tout le projet. J'ai dit, on doit faire des écoles, on doit réhabiliter des routes, mais qu'est-ce que cet aspect des volets environnement vient faire? Pourquoi la banque insiste tellement sur ces volets environnement et social? Vous pourrez peut-être compléter par grâce. Une très bonne question, parce que ça nous permet d'expliquer pourquoi ces politiques sont nées. C'est des politiques qui ont été élaborées par la Banque mondiale parce que nous finançons des projets en faveur des populations et nous ne voulons pas qu'à travers les projets que nous finançons, les populations souffrent du point de vue environnemental et social. C'est pourquoi ces politiques sont nées et à travers ces politiques, nous prenons le soin de regarder tous les différents aspects des projets pour voir si ça ne va pas impacter, ça ne va pas nuire au bien-être des populations et de l'environnement. C'est pour cette raison que ces politiques sont nées. Et je prendrai le cas de la politique 401 qui concerne l'évaluation environnementale. Ça permet de voir si, dès le début, ce projet que nous allons financer ne va pas avoir un impact nuisible, un impact grave sur l'environnement et sur les personnes. Je prendrai également la politique 4.12 pour voir si nos projets, ou non pas nos projets, mais les projets que nous finançons ne vont pas atteindre les biens des personnes. Est-ce qu'il y aura acquisition des biens des personnes, des terres? Et s'il y a acquisition, il faudrait que cela se passe dans les normes, dans les règles de l'art. Grâce à peut-être un complément d'information en rapport avec ce que Mme Lucienne venait de dire. Oui. Merci beaucoup pour la parole et aussi merci pour cette opportunité. Je remercie Lucienne. En fait, elle a bien dit en gros, mais je voulais juste peut-être amener ça à un niveau un peu plus pratique, concrétiser par exemple. Nous parlons de ces rapports, de ces politiques, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un projet va venir construire une route au milieu d'une forêt, c'est quoi vraiment les impacts réels sur les personnes qui sont, par exemple, les peuples autochtones qui habitent dans cette forêt? Est-ce que ce projet va assurer la restitution de cette forêt ou bien la réhabilitation de cette forêt? Et si on parle, par exemple, de la 4.12, si sur cette même route, il y aura des maisons qui vont être détruites, qu'est-ce que c'est le plan pour maintenant améliorer peut-être les vies de ces personnes qui seront affectées? Et donc vraiment, la banque, elle est vraiment concernée par améliorer les vies des personnes qui sont affectées par ces projets et non pas de les amener en arrière. Une digression dans le cas de l'exécution d'un projet, si on doit démolir des maisons pour construire une route par exemple, qui prend en charge le frais, c'est le projet ou le gouvernement? Parce qu'à la fin, les projets appartiennent au gouvernement avec l'appui de la banque et généralement, selon le manuel de la banque, qui prend en charge? C'est comme vous le dites, le projet appartient au gouvernement. La Banque mondiale vient comme un appui. Et donc, normalement, ou bien dans tous les cas, c'est le gouvernement qui va indemniser ces personnes qui sont affectées. Mais bien sûr que tout cela est d'abord agréé beaucoup avant que ces activités soient mises en œuvre. Et aussi avec la consultation surtout de ces personnes qui seront affectées. Voilà, nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre en image de ce qu'a été cet atelier et puis revenir après pour la suite de l'émission. Ouverture d'un atelier de formation en politique et procédure de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale le lundi 31 octobre au siège de cette institution financière à Kinshasa-Gombe. Prennent part à cette activité les experts environnementaux et sociaux ainsi que des consultants des divers projets.
il est question de permettre aux participants d'intégrer les questions environnementales et sociales comme piliers pour la réussite des projets, car sur terrain, souvent le manque de considération des aspects environnementaux et sociaux enfreignent, ralentissent ou perturbent la bonne marche de ces projets. Au total, près de 7 intervenants, dont 3 en vidéoconférence, ont échangé avec l'assistance sous la supervision de Lucienne Mbaipor. Olga Kadima a échangé avec l'assistance sur l'importance des politiques de sauvegarde environnementale et sociale dans le portefeuille de la Banque mondiale. À ce stade, elle a signifié qu'avec 3,8 milliards de dollars comme enveloppe globale de l'intervention de la Banque mondiale en République démocratique du Congo sur 30 projets multisectoriels, le portefeuille de la Banque mondiale est l'un des plus grands de l'Afrique. Quand les consultations ne sont pas bien faites pendant la préparation du projet, en fait, ça nous rattrape. Quand les documents ne sont pas soumis à temps, ça nous rattrape parce que, si vous voulez, nous, au niveau du pays, des opérations, on a des délivrables. Houssine Chalal, coordinateur environnement de la Banque mondiale pour la région Afrique et Moyen-Orient, a dans son intervention depuis Washington souligné l'importance des études environnementales et sociales. Lucienne Mbaipor a quant à elle évoqué la question de déplacement involontaire des populations pour la mise en œuvre des projets. La réinstallation involontaire peut avoir de graves conséquences économiques, sociales, environnementales sur les populations affectées. C'est pourquoi la banque a eu à réfléchir sur une politique pour la réinstallation involontaire. Avec Maman Issa, toujours depuis Washington, il était question de clarifier un certain nombre de points évoqués au cours de ces échanges, notamment la lenteur administrative dans le traitement des projets, les réponses souvent tardives. En somme, il a simplement signifié que le volume du travail ainsi que la mauvaise présentation des documents affectent la suite. La banque apporte une revue aux documents proposés par le pays en vue de satisfaire aux exigences des politiques de sauvegarde. Donc, la revue que le spécialiste qui est sur l'équipe fait pour vous, c'est une première revue qui vous dit attention, il va falloir voir ci ou ça. Ce n'est pas une validation. Un atelier salué ici. L'activité va son présent d'or puisque là, il faut essayer d'éclaircir les zones d'ombre. Vous comprenez? Tout le monde qui est venu n'est pas expert en environnement. Il y a des gens qui ne sont pas des experts en environnement et qui sont venus participer pour la première fois. Il y en a aussi des experts environnementalistes et qui sont déjà dans le domaine, mais qui ont encore de petites lacunes. Puisque là, c'est très important pour nous compléter, avoir une certaine complémentarité. Comment élaborer les instruments de sauvegarde? Donc ce sont des éléments très importants pour nous. Il faut dire par ailleurs que cet atelier va du 31 octobre au 5 novembre 2016 au siège de la Banque mondiale. Les résultats qui sont atteints, qui sont liés au projet, n'est-ce pas? Grâce, on a suivi l'atelier, ça a réuni les responsables de projets, de l'environnement dans les différents projets, on l'a dit, mais qu'est-ce qui a manqué? C'est cet atelier, son originalité se situe à quel niveau? Pourquoi réunir les spécialistes, les gens qui travaillent déjà dans ce secteur, environnemental et social, pour leur dire quoi? Qu'est-ce qui a manqué? Que vous devriez recadrer, ajouter, corriger ou encourager, bien sûr. Ça, c'est une très bonne question. Au fait, juste maintenant, à la clôture de la formation, on a dit justement qu'on avait à peu près 50 participants et que même ça, c'était pas assez. Parce que au niveau des connaissances sur les politiques de sauvegarde ou bien en général sur les aspects de gestion de sauvegarde environnementale et sociale, il y a beaucoup de manque de connaissances. Et donc, on aimerait bien que dans le futur, et ça aussi c'est quelque chose qui a été vraiment sollicité par les participants, c'est de continuer ces formations et aussi de l'avoir d'une manière un peu plus durable. Donc, c'est-à-dire avoir par exemple les universités, avoir les institutions qui sont vraiment clés dans le pays, qui vont maintenant assurer la continuité de l'application de ces sauvegardes. Monique Gracien, vous avez été en contact avec les spécialistes dans le secteur de l'environnement et social. Quelles ont été les préoccupations que vous avez notées de la part des participants en venant à cet atelier? Oui, dans le cadre du financement de la banque, au niveau de certains projets, évidemment, il y a des politiques environnementales qui sont déclenchées. Alors les participants voulaient avoir des notions sur les instruments qu'on prépare pour aider à la mise en œuvre du projet, des instruments de sauvegarde environnementale,
tels que le cadre de gestion environnementale, l'étude d'impact environnemental. Ces instruments-là, comment cela se prépare? Quel est le contenu, le processus de leur préparation? Les participants devaient avoir des formations complémentaires parce que l'année passée, on leur a parlé des politiques environnementales, mais cette année, ces politiques environnementales donnent lieu à des instruments de sauvegarde. Débouchent sur des instruments de sauvegarde dans la mise en œuvre des projets. Donc, il fallait les capacités sur comment ces instruments-là s'élaborent. Quand tu prends, par exemple, l'étude d'impact environnemental, comment ils se conduisent et quel est le rôle du spécialiste qu'ils sont. Qu'est-ce que le spécialiste doit faire dans la préparation, lors de la mise en œuvre du projet? Qu'est-ce que le spécialiste doit vérifier au niveau de l'entreprise, peut-être qui réalise des travaux? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les paramètres qu'il doit suivre? Comment il doit produire le rapport? Voilà les préoccupations des participants et préoccupations auxquelles il fallait apporter des solutions adéquates. Et les techniciens sont chargés de cela. C'est vrai, on est sorti dans le cadre des projets d'urgence qui ont été exécutés vers 2000 avec la reprise de la coopération entre la RDC et la Banque mondiale, mais il y a quand même des projets aujourd'hui qui demandent à être exécutés avec une certaine célérité. N'est-ce pas là des éléments qui font qu'on reproche à la banque d'être un peu lourde et trop de bureaucratie, trop de conditionnalités, avec notamment comment élaborer des outils alors que les gens attendent la réalisation, par exemple, que l'eau puisse arriver, le courant puisse arriver, qu'on puisse réaliser des routes. C'est pas là qui a alourdi un peu la procédure au niveau de la banque. Pourquoi tout cela, élaborer des outils, tout ça? Pourquoi? Je comprends. Évidemment, les projets sont élaborés au profit des populations. Tout à fait. Qui vivent dans des milieux physiques bien déterminés. Qui vivent d'abord sur un espace donné, donc le sol, qui peut être affecté par le projet. L'eau de leur environnement peut être affectée par les travaux du projet. L'air que les populations respirent peut être affecté. La végétation peut être affectée. Pour s'assurer que la mise en œuvre du projet respecte ces composantes qui sont utiles aussi pour les populations, puisque les projets, c'est pour le bien-être des populations. Et les populations, les éléments physiques, les éléments de l'environnement qui leur permettent de vivre aussi, c'est l'eau, c'est le sol, c'est l'air. Il faut s'assurer que ces projets-là s'exécutent, mais en ne causant pas de tort à ces composants de l'environnement, au bien-être de ces populations-là. Vous imaginez, pour un projet de barrage, par exemple, qu'on ne fasse pas ces études-là au préalable, et qu'on commence par exécuter, et qu'une partie d'un village est inondée avec les terres, les populations perdent des terres, les populations perdent les maisons, et puis un projet qui devait contribuer au bien-être de la population mais crée des problèmes. Donc il faut s'assurer que dans la mise en œuvre de ce projet-là, on ne cause pas de dommages. Et si on doit causer, on devait arriver à cette fin, quelles sont les dispositions qu'on prend pour atténuer? Lorsqu'on ne peut pas éviter le dommage, quelles sont les dispositions qu'on prend pour atténuer? Si quelqu'un doit perdre ses terres, ses superficies cultivables, où est-ce qu'on le reloge? Où est-ce qu'on affecte des terres pour qu'il continue ses activités? La finalité, c'est pour réduire la pauvreté au niveau de la population. Donc il ne faudrait pas qu'en voulant réduire la pauvreté, créer d'autres problèmes. Mais voilà. Aussi, il ne faut pas non plus chercher à ruiner l'État congolais qui déjà vient auprès de la Banque mondiale, un des partenaires financiers, pour chercher des appuis. Et parce que quand on doit tenir compte de cet aspect-là, c'est le gouvernement qui doit mettre la main dans la poche pour indemniser. Est-ce que vous mesurez tout cela? Ça rentre aussi dans les études, parce que quand des gens viennent chercher des dons, parce que tout ce que la banque donne, ce n'est pas seulement des prêts, il y a aussi des dons, et qu'il faut indemniser les gens, vous demandez encore à ce même gouvernement, avec un budget de 4 milliards, maintenant 4-5 milliards, de faire ça. N'est-ce pas là? Et chercher à essouffler aussi. À créer d'autres problèmes à un autre niveau. Je vais vous apprendre que l'État congolais est plus exigeant en matière de protection de l'environnement. Par exemple, pour réaliser les activités en RDC, tous les sous-projets doivent passer par une étude d'impact environnemental. C'est une réglementation déjà très dure. Alors qu'au niveau de la banque, on procède à un screening pour voir les activités qui peuvent ne pas faire l'objet d'une étude, les activités qui peuvent faire l'objet d'une simple notice d'impact, ou bien les activités qui peuvent faire objet d'une étude d'impact environnemental et social. Alors que par la réglementation, comme on l'a dit, tout projet, toute initiative, donc elle est encore plus exigeante. Donc
pas plus exigeante, elle rejoint bien sûr la Banque mondiale dans sa volonté de sauvegarder aussi bien l'environnement que le patrimoine social. Donc, je pense que c'est un complément entre les différentes politiques et le souci de l'État congolais comme de la banque, c'est de mettre tout le monde dans les dispositions normales qui lui permettent de vivre, de s'épanouir. Parce que n'oublions pas que la finalité de ces projets-là, c'est l'épanouissement de l'homme. Professeur Josué Ndolombaye, vous avez participé à cet atelier, mais je voulais savoir quelle est la part qui revient au peuple autochtone, le peuple qui vit dans les lieux où s'exécutent les projets, quels sont les rapports avec leur environnement, qu'est-ce qui est fait pour que ce peuple-là, comme l'a dit Boni tout à l'heure, ne soit pas pénalisé, ne soit pas plus appauvri, ne gère pas d'autres problèmes à la fin. Ok, merci. Mais je voulais quand même revenir sur une question que vous avez posée ici. Parce que quand vous parlez de la Banque mondiale, vous parlez comme si c'est une banque privée. La Banque mondiale, ça appartient à des États. Donc, je pense que tous les États ont quand même signé des conventions, des accords avec la Banque mondiale. Et c'est pourquoi la Banque mondiale est représentée dans ces États. Parce que par rapport à votre question, vous savez, les aides ou bien les dons, comme vous voulez, c'est pour lutter contre la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, il faudrait que ça arrive à améliorer les conditions de vie des populations. Les peuples autochtones, en Afrique centrale ici, on parle des pygmées parce que c'est des minorités. Vous pouvez trouver les minorités en Amérique, etc. Mais en Afrique centrale, en général, ce sont les pygmées. Vous savez que les pygmées, du point de vue environnemental, ce ne sont pas des gens, des peuples qui détruisent l'environnement. Vous voyez déjà, ils savent, par exemple, quand ils vont dans la forêt, ils savent comment utiliser tel feu, telle racine, etc. Ils ne détruisent pas, alors que nous les autres, quand on vient, on détruit. Donc, d'une part, en ce qui concerne l'environnement, on peut utiliser leur tradition, leur connaissance dans ce domaine-là. Et de deux, sur le plan social, vous savez tous que c'est un peuple qui est resté dans sa tradition, qui n'est pas trop intégré dans la vie moderne. Et souvent, quand il y a des aides comme ça, on les oublie. Hein, parce qu'ils sont encore dans la forêt, etc. Il y en a qui ne sont pas partis à l'école, etc. Quand il faut implanter un centre de santé, quand il faut implanter une école, souvent on les oublie. Or, lutter contre la pauvreté pour la Banque mondiale, c'est tenir compte de la population dans sa globalité. Et c'est par rapport à ça qu'on tient compte de ces peuples-là. Chaque fois qu'il y a un projet d'un pays et qu'on se rend compte qu'il y a la présence de ces peuples-là, il faut une étude préalable, comme il a dit mon collègue là. C'est des études préalables avant le démarrage du projet. Est-ce que les peuples autochtones sont sur la zone du projet? Si oui, quel sera l'impact positif et négatif de ce projet-là pour ces peuples-là? Est-ce qu'ils vont en profiter comme tous les autres? Et généralement, qu'est-ce que vous exigez en leur faveur? Bon, c'est dans le... Prenons l'exemple de, je sais pas, de projet conservation de la nature, je sais pas, pro-route. Qu'est-ce qui est fait pour que ce peuple-là soit préservé dans son écosystème, dans ses habitudes, dans ses traditions? Oui, bon, sur le plan de l'écosystème, si vous allez tracer par exemple une route, est-ce que cette route-là va avoir un impact? Parce que c'est leur habitat sur le plan de se loger, de se nourrir, etc. Est-ce qu'en le détruisant, ça n'a pas un impact sur leurs conditions de vie? Il y a cet aspect. Maintenant, si on prend d'autres projets, vous voulez construire un centre de santé dans une zone, dans un territoire bien précis, est-ce que ces peuples autochtones qui sont à côté, là, ils auront accès aussi à cet hôpital? Si c'est une école... D'autant plus qu'ils ont d'autres habitudes médicinales, ils ont d'autres habitudes. Alors vous construisez des centres de santé en pensant résoudre un problème. Est-ce qu'ils comprennent l'importance? Tout ça, ça fait partie du problème. Voilà. Donc la démarche, c'est d'aller faire une consultation avec ces peuples-là pour recueillir leurs besoins, leur point de vue par rapport à ce projet-là. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet-là? Quelle est leur préoccupation? Et c'est à partir de là qu'on peut faire un plan
spécifiques de développement pour eux. En fait, des consultations, vous parlez avec qui? Le peuple autochtone, oui, les Pygmées et tous les autres. Mais il y a beaucoup d'organisations qui cherchent à parler au nom des Pygmées. Mais est-ce qu'il y a vraiment des organisations qui ont un trait avec le peuple? Est-ce que vous savez distinguer le vrai du faux? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans la formation. Parce que, comme on le dit souvent, il y a des ONG qui se créent, mais qui en réalité sont des individus. Dans le Malais, voilà, ils utilisent les peuples autochtones pour défendre d'autres causes. Mais donc, avant d'aller sur le terrain, on cause avec les vrais, ceux qui sont représentatifs de ces peuples-là. Donc, on travaille avec ceux-là et la communauté autochtone en même temps. Il faut aller les retrouver sur leur zone et discuter avec eux. Voilà, nous rentrons du côté de la régie pour prendre les sons de participants à l'issue de cette formation, de cet atelier. Premièrement, nous remercions d'abord la Banque mondiale d'avoir associé le mouvement autochtone de participer à cette importante formation parce que nous développons également un projet qui est le mécanisme des dons dédiés dans lequel les outils de sauvegarde sociale et environnementale de la Banque mondiale sera vraiment appliqué. Et raison pour laquelle nous sommes là, nous étions là dans cette formation pour participer, afin de comprendre comment est-ce que ces mécanismes des outils-là fonctionnent sur le terrain, pour voir comment est-ce que nous, en tant qu'autochtones, pouvons faire le suivi. Avec la politique de la Banque mondiale, nous avons dans les cadres de gestion environnementale et sociale des outils comme le cadre de planification en faveur des peuples autochtones, un document dans lequel ça prend en compte les questions liées au peuple autochtone dans le milieu où le projet de la Banque mondiale se réalise pour voir comment est-ce qu'on peut produire des plans de développement local des peuples autochtones pour apporter des questions ou des solutions sur les questions liées au développement de ces peuples dans le milieu où le projet se réalise. Nous venons d'apprendre peut-être ce que nous n'avons pas eu à approfondir à l'université, c'est l'élaboration des outils de sauvegarde environnementale. Vraiment, je suis très ravi et très outillé maintenant. Et surtout que la banque insiste à ce que dans nos institutions, que les spécialistes en environnement soient utilisés dans l'élaboration des études environnementales. Alors ça vraiment, ça m'a beaucoup édifié. La formation a été vraiment très importante pour moi. Bon, ce qu'on peut retenir ici, les politiques de sauvegarde sont des politiques qui viennent renforcer un peu la mission de la Banque mondiale, c'est-à-dire que les projets, c'est pour la réduction de la pauvreté, mais en mettant en œuvre les projets, vous risquez de créer d'autres pauvretés, d'autres problèmes. Alors comment est-ce que le tout doit être ensemble, c'est-à-dire que, par exemple, en construisant une route, vous pouvez détruire des maisons. Comment faire en sorte que tout le monde soit satisfait et qu'on ne puisse pas considérer que pour certaines personnes, leurs bicoques sont moins importantes que la route, alors ils n'ont rien à dire. Donc c'est une justice sociale et c'est aussi pour éviter les problèmes et pour aussi la durabilité des résultats que les projets sont en train de rechercher. Ce n'est pas quelque chose qui vient déranger l'atteinte des résultats des projets, mais qui vient renforcer à long terme et éviter des problèmes qui peuvent à la longue venir gêner l'atteinte des résultats des projets. Nous avons renforcé nos capacités par rapport aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale. C'est l'une des piliers pour la réussite d'un projet. Parce que la non-prise en compte de volet environnemental constitue un handicap pour l'avancement et l'aboutissement d'un projet. Raison pour laquelle cet atelier a été d'une grande importance pour tous les environnementalistes qui gèrent les différents projets qui sont financés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Madame Lucien, je reviens à vous. Après cette formation, on a entendu les participants, mais qu'est-ce que vous pensez que des indicateurs vous renseignent que vous avez atteint les objectifs voulus? Est-ce que
vous pouvez nous rassurer que les responsables des secteurs environnemental et social de nos projets sont sortis comment? Avec quoi? Je dirais qu'ils sont sortis satisfaits. Ils sont sortis avec beaucoup de connaissances. On n'a eu que 5 jours de formation. Je trouve que c'est encore peu, mais c'est un bon début. On avait fait la même chose l'année dernière, en leur donnant quelques notions. Cette année, on a approfondi. Peut-être l'année prochaine, on va cibler des points bien précis. Parce que l'année prochaine, on aura un autre atelier. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant que nous sommes en RDC, nous continuons à appuyer les projets. Pays de beaucoup d'espoir. Puisque nous sommes là pour ça. Nous allons toujours chercher des fonds pour essayer de les appuyer. Et également, il y avait une recommandation de l'atelier qui était de mettre tous ces responsables en réseau pour continuer à discuter. Donc, si on doit continuer à discuter, ça veut dire, pendant ces discussions, ils peuvent sortir un thème en disant, mais dans votre projet, est-ce que vous avez mis en œuvre un plan d'action de réinstallation des populations? Et est-ce que cela a porté du fruit? Comment vous l'avez fait? Nous, on voudrait venir apprendre ça. Ça, c'est un exemple que je donne. On pourrait organiser une visite de terrain avec ces différents projets qui veulent bien apprendre. Et d'ailleurs, on l'avait déjà fait cette année même, avec 3 projets. Nous sommes allés vers le Mumbashi, où nous avons visité les projets, nous avons supervisé les projets ensemble, avec les 3 équipes. Et c'était très intéressant. Chacun avait appris de l'autre. Et chacun faisait des remarques, des commentaires pour enrichir, pour aider le projet à s'améliorer. Donc ces genres d'échanges également, nous allons le continuer à faire. Et comme je l'ai dit, des formations un peu pointues sur des thèmes bien déterminés. Nous avons également pendant cette formation invité l'université de Kinshasa. Donc il y a un enseignant qui était là et qui nous a dit qu'il est très intéressé, qu'il aimerait qu'on aille discuter avec les étudiants, avec son hiérarchie, pour voir si on peut avoir des modules sur la protection de l'environnement et sur le développement social au niveau de l'université. Grâce à la question que j'avais posée à Boni tout à l'heure, les participants sont venus, l'atelier c'est aussi l'occasion des échanges. Et qu'est-ce que les participants ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont apporté des besoins spécifiques qui peut-être des attentes par rapport à la banque et qui ne se réalisaient pas de ces côtés-là? Y a-t-il eu des choses dans ce sens-là? Oui, merci. Au fait, à la fin de la formation, on a récolté 11 recommandations, donc qui sont venues des participants eux-mêmes. Et dans ces recommandations, il y avait donc ce que Lucienne a dit, ils ont vraiment besoin d'un réseau où ils peuvent venir échanger des idées. Et une des autres recommandations aussi, c'est qu'il y ait une compréhension, bien une formation même de toute l'équipe du projet, non seulement les responsables de gestion des aspects environnementaux et sociaux, mais aussi les coordonnateurs des projets, parce que c'est clé dans la mise en œuvre de ces aspects de sauvegarde. Christian Boni, vous avez donné des outils aux responsables des secteurs de l'environnement et social de nos projets. Donc, j'ai dit de nos projets parce que ce sont des projets de la République. Et y a-t-il des indicateurs qui pourront, dans le temps, vous permettre, vous, TTL, vous, Banque mondiale, à évaluer les décrets, les réalisations de ce qu'on a appris aujourd'hui, par exemple? Oui. Par exemple, on avait constaté que dans les rapports d'activité des projets, il n'y a pas de parties relatives aux mesures environnementales et sociales. Donc, non seulement qu'ils ont eu des outils de comment faire les rapports de suivi sur les questions environnementales et sociales, mais ils savent que désormais, ils doivent contribuer à la rédaction des rapports d'activité des projets
pour que désormais qu'il y ait des sections sur la sauvegarde environnementale et sociale. Et désormais, quand ils vont envoyer leur rapport, nous allons vérifier maintenant si les rapports que les responsables du projet envoient tiennent partie sauvegarde environnementale et sociale. Comme ça, on pourra voir si les formations reçues sont mises en œuvre au niveau des projets. Alors là, les coordonnateurs vont souffrir parce qu'en dehors du fait qu'ils doivent réussir la réalisation de leur projet, mais ils doivent aussi tenir compte de ce que vous voulez là, alors que leurs intelligences sont orientées vers l'atteinte des objectifs. On doit donner de l'eau, on doit faire des routes, on doit... Oui. Là, excusez-moi de revenir là-dessus, mais ça risque d'être une forme de complication. Ce n'est pas le travail qu'on demande au coordonnateur, puisque le coordonnateur du projet, avec son équipe, concourt à la réalisation des objectifs de développement du projet. Tout à fait. Le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale, lui, de par ses activités, concourt à la réalisation de ces objectifs-là. Il ne sert à rien pour un projet qu'au niveau du volet environnemental et social, s'il y a des problèmes, il peut ne pas atteindre ses objectifs. D'ailleurs, même le directeur des opérations l'a rappelé. Quand on a vu, quand on a exposé le portefeuille des projets de la Banque mondiale en RDC, il y a certains projets qui sont en souffrance. Et parmi les facteurs, ce sont les facteurs environnementaux et sociaux. Et justement, le projet peut échouer tout simplement à cause de ces facteurs-là. Oui. Donc, il faut vraiment en tenir compte parce que ça permet non seulement d'aller vite, mais d'arriver à bon port. Est-ce que le projet peut compter sur la banque, l'appui de la banque? Je ne considère pas que vous soyez là comme les procureurs pour voir là où se trouve la faute, mais il y a un accompagnement pour le projet qui se trouverait en difficulté, de se faire accompagner par vous, par exemple, par la banque, pour qu'on puisse arriver à des bons résultats. Oui, cela se fait déjà. Pas d'abord les formations, c'est des accompagnements que la banque apporte au pays par l'organisation des formations et lors des missions de supervision, les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale font partie des équipes et on leur apprend comment rapporter, comment vérifier tel ou tel aspect. Et c'est toujours dans le souci d'améliorer la pratique à l'intérieur du pays. L'année passée, il y a une formation sur un aspect des politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Cette année, la formation est allée plus loin. La déclinaison de ces politiques-là, c'est les outils qu'on élabore pour permettre aux spécialistes de vraiment suivre au plan environnemental et social les projets. Donc c'est une seconde phase de l'accompagnement et ça va continuer comme l'a dit mes collègues, ça va toujours continuer. Monsieur Josué pourrait vous compléter dans ce que vous avez dit, mais ma question est celle-ci pour vous. C'est vrai que pendant le projet, on tient compte des peuples autochtones, on leur donne des moyens, on tient compte de leur situation, mais qu'est-ce qui se passe après le projet? Est-ce qu'on prend des précautions pour qu'on ne retombe pas dans des travers qui ne serviraient pas les intérêts de ces peuples autochtones? Parce que pendant les projets, on peut taper, on peut recadrer, mais qu'est-ce qui se passe après les projets? Parce qu'on a beaucoup de projets qui ont été achevés et cet aspect-là peut-être n'est toujours pas tenu en compte après les projets. Exactement, vous savez qu'un projet a un début et une fin. Tout à fait. Et après le projet, il faudrait que l'État puisse pérenniser ce que le projet a mis en place. Bon, souvent, c'est simple, c'est bien dit, c'est simple. L'État doit, mais est-ce qu'on peut toujours être sûr que l'État va? En principe, parce que quand l'État demande le soutien de la Banque mondiale, l'État prend des engagements. L'État prend des engagements, donc en principe, l'État doit réaliser ce qui a été fait. Et nous, dans la formation, je pense que c'est l'un des aspects qu'on a essayé de développer parce que concernant les peuples autochtones, par exemple, souvent les gens ont des préjugés sur eux et ils pensent qu'on peut rester dans un bureau ici à Kinshasa et puis proposer des choses en leur nom. Et nous leur avons montré qu'il faut qu'on aille auprès d'eux pour recueillir leur opinion et faire des sous-projets, parce que en matière de population, lorsque les projets ne conviennent pas à leurs besoins, mais ils ne s'intéressent pas à ce projet-là. C'est aussi une perte. Je voulais compléter un peu ce qu'il a dit dans l'accompagnement de la Banque mondiale. Lorsque, par exemple, on fait le rapport de projet et qu'on envoie, il y a des experts de la Banque mondiale, vous avez un rapport provisoire que les experts de la Banque mondiale voilà, et s'ils font leurs commentaires pour que les consultants et les gestionnaires de projet puissent tenir compte de ça. Et lorsque tout est bien, bon, on accepte le rapport final. Alors, par rapport au peuple autochtone et par rapport à l'idée de pérennisation des actions,
sont financés dans le cadre des projets. Lorsque le projet touche une zone où on est sûr de la présence des peuples autochtones, il est recommandé l'élaboration d'un outil qu'on appelle le plan en faveur des peuples autochtones, qui est un plan intégré, qui est élaboré avec les peuples autochtones et qui identifie leurs besoins, d'abord qui repère les effets négatifs du projet, les effets positifs du projet pour les peuples autochtones, qui identifient leurs besoins, les besoins qui peuvent ne pas avoir des rapports avec le projet, mais des besoins quand même de développement. Et ce qui a conçu ce plan de développement-là, ce plan en faveur des peuples autochtones, en fait, c'est un plan de développement qui intègre plusieurs aspects qui vont parfois au-delà même des préoccupations du projet. Et c'est souvent élaboré dans un souci de durabilité, parce que je prends le cas du projet PARSA, qui a caractérisé avec une organisation d'appui conseil, où les peuples autochtones ont été appuyés pour l'acquisition des chèvres, pour la production, pour l'élevage, et aussi pour des semences, de façon à les autonomiser. Ce n'est pas des semences améliorées, de façon à les autonomiser dans une activité précise. Ce n'est pas leur amener de l'argent, leur distribuer de l'argent, ou bien les amener aux soins seulement de laisser. Non, on essaie de faire en sorte que, dans leur milieu de vie, qu'ils puissent mener des activités qui leur permettent qu'après le projet, qu'ils puissent continuer de vivre. Avant de terminer avec Madame Lucienne, j'allais demander dans ces études d'impact de sauvegarde environnementale et sociale, la place de la femme, des personnes vulnérables, je pense à la femme et à l'enfant. C'est vrai de parler des peuples autochtones, mais nous connaissons aussi les conditions de la femme et peut-être de la jeune fille, de la petite fille dans nos milieux, surtout à l'intérieur. Est-ce qu'il y a aussi un regard particulier en rapport avec nos projets? Absolument. En fait, ça c'est une préoccupation en fait dans tous les instruments qu'on développe, que ce soit du côté environnemental et social. Il y a un outil qu'on appelle le Social Assessment en anglais, ce qui est l'évaluation sociale. Et dans cette évaluation sociale, il s'agit d'avoir un aperçu de ces populations qui vont être affectées, mais avec des interventions spécifiques pour les groupes vulnérables, ce qui inclut les femmes. Et à travers le Social Assessment, ou bien cette évaluation sociale, on développe aussi ce qui s'appelle des informations pour mettre en place un plan de restauration de niveau de vie des populations affectées. Et donc, ça veut dire qu'on pourra, à travers ce plan, comme Gracien disait, avoir des activités génératrices de revenus pour ces personnes, et ça va vraiment cibler les personnes qui en auront vraiment besoin. Et donc les femmes et les jeunes aussi. Si on doit parler en termes de pourcentage, parce que le projet sont budgétisés, le secteur social et environnemental prennent combien de pourcents de manière sur le 100% affecté au budget. Si on doit tenir compte de ce que M. Josué a dit, c'est à quelle hauteur qu'on affecte à ces secteurs-là? Ça, je pense que c'est impossible de vous dire un pourcentage, parce que ça dépend en fait. Mais ça peut aller jusque... Oui, mais ça peut aller jusque... C'est de la nature des investissements qui sont... Si on peut nous illustrer, par exemple. Il y a des moments, le côté social peut être même plus que le budget même du projet. Ça peut, par exemple, si on doit parler de réinstallation involontaire, construire des maisons pour ces populations, les réinstaller, les aider à restaurer leur vie, leur niveau de vie, ça demande de l'argent. Donc quelquefois, ça peut être légal du projet. Et il y a des pays où à la fin ils nous demandent: est-ce que vous pensez que c'est un projet de restauration du niveau de vie des populations, ou c'est un projet de route, ou c'est un projet d'école? Voilà. C'est pour donner notre point de vue sur l'importance de ces politiques et de sa mise en œuvre. Madame Michel, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet échange, et je vous donne l'occasion de la clôturer. Je voulais revenir sur une des questions que vous avez posées à
mon collègue Gracien tout à l'heure par rapport à l'accompagnement de la Banque mondiale. La preuve, nous sommes là. Moi, par exemple, je suis affectée ici au bureau de la banque en RDC. Je m'occupe de la RDC et de la République du Congo. Nous avons aussi des collègues au niveau de l'environnement qui sont recrutés et affectés au niveau du bureau pour s'occuper principalement de la RDC. Donc, notre accompagnement commence déjà à partir de là. Et vous voyez tout autour de moi mes collègues qui sont venus, par exemple, Grace est venu de Washington, Gracien est venu du Bénin, Ndolombaye est venu de la RCA, mais nous sommes tous ensemble ici pour appuyer tous les projets qui sont financés par la Banque mondiale au niveau de la RDC. Et cet accompagnement ne s'arrête pas seulement au niveau de la formation. Nous le faisons au jour le jour. Ces projets ont la latitude d'entrer dans ce bureau quand ils veulent et quand ils peuvent. Ils nous appellent, Madame Baipor, nous avons un problème dans tel domaine, est-ce que vous pouvez nous conseiller? Est-ce que vous avez quelques TDR à nous conseiller, nous montrer comment on élabore des TDR, comment on peut faire le suivi d'un projet sur le terrain? Donc, nous sommes là pour tout ce qui concerne l'environnement et le social au niveau des projets en RDC. Le mission est suivi aussi à Brazzaville. Y aura-t-il un atelier aussi de l'autre côté? Ça, c'est une bonne occasion pour annoncer notre arrivée à Brazzaville, puisque à partir de lundi, nous allons organiser la même formation que nous avons eue ici, à l'endroit des participants de Brazzaville, des représentants des projets, des ministères et quelques consultants qui sont invités et qui viendront suivre cette formation au niveau du bureau de la Banque mondiale à Brazzaville. Avec ces propos, nous mettons un point final à cet entretien. Merci à vous, Madame Lucienne, d'avoir bien voulu nous accorder ces quelques temps. Vous êtes spécialiste en développement social à la Banque mondiale. Merci à Grace Mouimpoundou. Vous êtes également spécialiste en développement social à la Banque mondiale. Merci à Bonnie Gracien, consultant en développement social, Banque mondiale. Merci à Josué Ndolombaye, chercheur et sociologue, d'avoir bien voulu participer à cette émission. Nous remercions également vous qui avez suivi cette émission, qui suit les développements de notre pays. Portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne et à la prochaine. Ciao.